Bonjour à tous. Est-ce que le son est bon? Oui, super. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette table ronde. Je suis Louise Bessa, directrice Life & Care. Et je suis accompagnée d'un panel très divers pour aborder un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle au service de l'efficience à l'hôpital. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet ? Eh bien, c'est un thème d'actualité puisqu'on sait qu'en 2023, le déficit des centres hospitaliers universitaires a doublé pour atteindre 800 millions d'euros. Les prévisions parlent d'1 milliard d'euros de déficit en 2024 et c'est une réalité qui ne concerne pas que le public puisque quasiment la moitié des hôpitaux privés vont être en déficit cette année contre seulement un quart en 2021. Face à ce constat, il est évidemment essentiel de maîtriser les coûts sans impacter la prise en charge des patients. Et c'est là que l'efficience, évidemment, entre en jeu. Alors, quand on parle d'efficience, pour revenir un petit peu sur la définition, je dirais qu'on ne parle pas d'exécuter une tâche de manière plus rapide, une tâche isolée de manière plus rapide, mais plutôt d'impacter le système de soins dans son ensemble, de faire mieux, peut-être même faire plus, avec les mêmes ressources, voire moins de ressources. Alors, quelles solutions on a ? L'innovation, et en particulier l'intelligence artificielle, apparaissent comme des leviers stratégiques pour relever ce défi. Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui à travers nos regards croisés de nos intervenants. On va pouvoir commencer. Jean-Christophe Calvo, vous êtes directeur des systèmes d'information au CHU de Nancy. Concrètement, quels exemples de manque d'efficience hospitalière vous pourriez nous donner pour illustrer finalement l'optimisation nécessaire ? Vous l'avez bien introduit, en fait, l'efficience, c'est typiquement ce qui a été repris plusieurs fois. C'est aujourd'hui, malheureusement, et encore plus, avec les restrictions, les annonces de l'été, l'obligation à des efforts financiers, c'est vraiment faire plus avec moins de moyens, moins d'équipes. Donc, il n'y a pas... Aujourd'hui, on n'est même plus dans le sujet qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est qu'il va falloir qu'on trouve des solutions pour faire déjà ce qui est attendu et faire encore plus ce que devrait faire jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, des exemples, ce qui est dégradé, c'est des tâches comme la cotation, des activités qui sont le cœur du financement et de l'essence qui alimente les hôpitaux. C'est aussi nos recettes qu'on va générer vers notre activité. À un moment donné, quand on n'a plus de moyens, quand on a des professionnels qui sont un peu en pénurie, c'est pas la chose prioritaire qu'on va faire puisqu'on va déjà naturellement se concentrer sur les soins et sur garantir la qualité de charge de prise en charge de nos patients. Donc clairement aujourd'hui l'IA c'est la réponse, c'est une réponse. Pas que l'IA, les RPA. Aujourd'hui, on entend beaucoup l'automatisation de processus, qui est déjà une technologie qui est éprouvée et qui, couplée à l'IA, nous ouvre un champ incroyable de possibilités pour pouvoir rattraper justement des problèmes de cotation, pour pouvoir gagner du temps sur de l'analyse de tâches d'imagerie ou autre, ou de volume de data, de signaux qui sont hyper lourds et qui du coup sont pas assez intéressants et c'est dommage de gâcher l'expertise de nos professionnels sur des tâches comme ça. Donc l'IA clairement c'est la solution et qui est déjà prouvée. C'est même pas un espoir, une attente. Aujourd'hui la techno elle est là, elle est déjà implémentée sur des choses en particulier. Mais nous sur notre établissement, on a couplé l'RPA et l'IA pour justement trouver des moyens sur des choses qui n'avaient aucun intérêt. Des rattrapages de facturation, les cotations que j'ai évoquées, et ça nous permet du coup de garantir notre niveau d'essence qui doit arriver. Donc voilà un court exemple. Finalement, l'efficience, malheureusement, c'est devenu quoi ? Et comment on arrive à rester au niveau qui est attendu, voire d'en faire plus. Et on a plutôt bon espoir sur la suite. En disant ça, je suis pas du tout négatif, je suis au contraire très optimiste par rapport à ce qu'on constate déjà et ce qu'on imagine qu'on va pouvoir faire après. Vous parlez d'IA et de RPA. Peut-être, Dorothée Moisy, vous êtes directrice de l'innovation chez Elsan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur en quoi finalement l'efficience nécessite d'avoir une politique data forte à l'échelle d'un établissement ? Alors effectivement, dès qu'on parle de ces outils technologiques, il y a un certain nombre de prérequis à mettre déjà en place avant d'aller sur ces outils. Et les sujets de digitalisation déjà des activités, c'est un prérequis.
Alors tout d'abord parce que la digitalisation en elle-même, c'est déjà un axe d'efficience fort. Si on prend par exemple sur le groupe un cas d'usage qui est déployé sur l'ensemble de nos cliniques de chirurgie, c'est l'appel de la veille et du lendemain, notamment pour les chirurgies ambulatoires. C'est un appel qui est réglementaire. Il peut être fait par téléphone, auquel cas il mobilise une infirmière pour chaque patient, y compris des patients qui n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, on digitalise ça avec une solution qui s'appelle Ambulis de Domicalis. Et donc, ça nous permet d'éviter jusqu'à 85% des appels et de se focaliser sur les patients qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire ceux qui ont fait remonter des alertes. Donc ça, c'est le premier point. Cette partie digitalisation, c'est déjà un premier axe d'efficience. On l'a sur le temps soignant, mais on peut aussi l'avoir sur des coûts directs. Par exemple, la digitalisation des comptes rendus qu'on fait avec l'e-Fund Document, c'est un autre exemple très simple. Avant, on avait une secrétaire qui allait imprimer le compte rendu, donc le coût du papier, le coût de l'impression, le mettre sous pli, et après l'envoyer avec des frais postaux. Et ben aujourd'hui, quand on digitalise ça avec l'e-Fund, et ben on fait ces économies de coûts. Donc ça, c'est le premier point, la digitalisation. C'est une première étape. Ça nous permet du coup de numériser tous ces éléments et toutes ces prises en charge et de récolter de la donnée, ce qui nous permettra derrière de mettre en place des outils d'automatisation tels que l'intelligence artificielle ou le RPA, Robot Process Automation. Et donc ça, c'est vraiment un point fort. Si on prend par exemple l'exemple de l'IA qui aide à la lecture des mammographies. Ce qu'il faut avoir en tête en France, c'est qu'aujourd'hui, la deuxième lecture sur ces mammographies, qui est obligatoire dans le cadre du dépistage, eh ben, d'un point de vue théorique, elle doit être sur papier. Et ben, du coup, on se pose la question, comment est-ce qu'on fait pour faire tourner ces IA dans le cadre de cette deuxième lecture? Donc ça, c'est le deuxième point, vraiment en prérequis pour faire tourner ces IA. Et le troisième point, qui est un point, on va dire, un peu plus prospectif, c'est que toute cette donnée collectée, elle doit nous servir de base pour identifier les nouveaux axes d'efficience. Et donc, on a parlé de pertinence des soins, on a parlé de temps passé, etc. Et ben, ces données-là, elles vont servir de point de départ pour ces analyses-là. Chez Elsan, on va avoir un des premiers entrepôts de données de santé hospitaliers d'envergure nationale. Et parmi les projets qui sont en train d'être travaillés, il y a évidemment ces analyses médico-économiques. Est-ce que telle chirurgie, tous les patients sont répondeurs, ou est-ce qu'il vaut mieux choisir tel ou tel profil de patient? Est-ce qu'on a des actes redondants? Tous ces éléments-là, et ben, ces entrepôts de données de santé, ça va vraiment être des vraies ressources pour du coup le système et identifier les pistes d'efficience. Alors, on a maintenant une définition de l'efficience, et on voit bien en quoi c'est lié avec les politiques data et l'IA. Je vous propose maintenant peut-être d'écouter quelques témoignages sur ce que vous avez pu mettre en place à l'échelle de vos territoires. On peut commencer par Jean-Christophe. Je sais que vous avez une organisation particulière au CHU de Nancy. Vous avez d'ailleurs fait un choix finalement organisationnel associé à des solutions d'IA. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, est-ce qu'elle est particulière? En tout cas, elle est beaucoup réfléchie depuis un certain temps. Non, ce qu'on a mis, ce qu'on doit faire tous, clairement, c'est que l'IA, aujourd'hui, on l'a évoqué, on a fait beaucoup de choses sur la partie imagerie, détection d'images, de fractures, de mesures automatiques, etc. On a mené, donc j'ai eu l'occasion d'en parler il n'y a pas si longtemps que ça, sur l'IA générative, aussi des expérimentations qu'on est en train de pérenniser. Aujourd'hui, ce qu'on doit tous faire, c'est définir notre feuille de route et la stratégie, parce que l'IA, c'est beaucoup de sujets, énormément de sujets, des sujets qui vont avoir un impact, des sujets qui vont pas être si intéressants que ça, ou qui vont coûter trop cher par rapport à ce qu'ils rapportent. Et donc aujourd'hui, on se doit de poser notre stratégie, et c'est ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui avec un comité de pilotage qui est mis en place, avec une douzaine de professionnels, majoritairement médicaux dans un premier temps, parce que c'est sur ce secteur-là aujourd'hui qu'on a vraiment besoin que l'IA nous apporte. Aussi une partie administrative, parce qu'on sait de par notre activité, de par nos métiers, on va pouvoir facilement faire des choses avec l'IA sur mon secteur, moi, informatique, des choses sur lesquelles je réfléchis et que j'ai pas encore eu le temps, par manque de temps, de transformer. C'est sur mes propres équipes, sur des exemples comme la gestion des incidents. Aujourd'hui,
la qualité du bon fonctionnement de l'hôpital, c'est aussi la qualité du bon fonctionnement de l'informatique qui va jusqu'à la qualité du bon fonctionnement de la souris et de l'ordinateur. Et on a, de par un volume, pour donner quelques chiffres qui sont pas intéressants, mais ça permet un peu de comprendre, on a 7000 PC, on a je sais pas combien d'écrans, je parle même pas des dispositifs médicaux, on en a plus de 20 000. Aujourd'hui, on se doit d'avoir une réactivité, comme on l'a évoqué juste avant. L'efficience, c'est faire plus. Plus, c'est quoi? C'est le territoire. Aujourd'hui, les groupements hospitaliers de territoire se font à ISO effectif, et c'est majoritairement l'établissement support qui les porte, donc en l'occurrence le CHU me concernant. Donc comment arriver à traiter tous ces besoins? Et l'IA, sur un des sujets que je veux adresser dans pas longtemps, alors il y a une partie de mes équipes qui sont là, donc ils vont peut-être l'apprendre là, l'IA doit me sortir une liste de tâches tous les matins pour mes équipes de travail, de ce qu'ils doivent faire avec la localisation de chaque étape dans la journée. Aujourd'hui, ils vont arriver dans le backlog et vont dire je prends ça, je prends ça, je prends ça. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de réfléchir, c'est l'IA, de par la compétence de la personne, de par la localisation multisite, va prendre en compte tous ces éléments, va prendre en compte leur efficacité dans le traitement, la résolution des incidents de telle ou telle catégorie, et va leur dresser tous les matins, impression, tablette, peu importe, voilà la liste des incidents, et je vais réussir, là pour le coup, on gagne en efficacité et à traiter plus d'incidents, et du coup à garantir une meilleure disponibilité du moyen informatique pour que les professionnels travaillent. Un autre exemple sur lequel c'est plus ça que je voulais, désolé Philippe, mais on va devoir le bosser, c'est de la même manière, aujourd'hui ISO effectif projet acheté, plus d'incidents téléphoniques, donc le support traditionnel téléphonique qui est la prise d'incidents ou le portail de saisie. Comment est-ce que je fais avec un volume croissant d'incidents parce que je déploie des outils convergents dans le territoire et que j'accrois l'activité dans les équipes de maintenance? Et aujourd'hui, on a des solutions d'IA hyper performantes sur le premier niveau d'appel, apporter déjà un premier niveau de réponse ou transformer, parce que bien souvent un centre de service dans un hôpital, il décroche, il traite ce qu'on appelle le niveau 1 qui peut traiter. Par contre, tout ce qui est spécialisé, ça va aller dans les équipes de maintenance niveau 2 ou 3. Là, l'IA va pouvoir transformer directement l'appel. Donc, on l'a déjà évoqué ça avec des industriels, et ça a déjà été mis en œuvre dans d'autres établissements. Et va transformer l'appel en incident pour être assigné. Donc, je vais être en capacité de maintenir un niveau de qualité, un bon niveau de taux de décroché, puisque c'est comme ça qu'on évalue le support téléphonique, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, pour en revenir à la question, parce que c'était pas totalement la question, j'en suis bien conscient. Aujourd'hui, c'est tous ces sujets-là. À un moment donné, il faut les arbitrer, il faut les prioriser, il faut mettre des moyens humains et financiers pour les accompagner. Donc, notre organisation, en particulier sur comment on appréhende l'IA et ces sujets, c'est vraiment ce comité de pilotage, ce recensement des besoins. Ça a été évoqué dans une table ronde, la nécessité de faire comprendre à l'ensemble des professionnels c'est quoi l'IA et qu'est-ce que dans votre métier ça pourrait peut-être vous apporter. Donc, remontez-nous des besoins, donc des porteurs et des demandeurs au niveau terrain qui vont pouvoir justement nous dresser la liste du backlog de projets à mener. Et puis après, un arbitrage, une priorisation en fixant des critères et des objectifs pour s'assurer que l'IA, et c'est ça qui est intéressant dans l'IA, elle s'achète pas, elle se loue. Et donc l'IA, ok, sur ce secteur-là, elle est pas pertinente. Je la débranche, et donc j'ai pas investi à perte du temps humain, ok, mais pas du temps pas de l'argent, parce que je vais juste mettre ma consommation d'intelligence artificielle sur un autre sujet. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'établissement? C'est ça, c'est s'organiser, dresser notre feuille de route, ça démarre, on est en plein dedans, on a suffisamment maintenant de vécu, on sait exactement comment on veut le faire, on sait avec quel partenaire on a aussi envie de travailler, où on travaille déjà, pour pouvoir animer tout ça. Et vous avez parlé finalement du rôle de l'établissement support et des groupements hospitaliers de territoire. Peut-être, Olivier, ce serait intéressant d'avoir votre retour. Vous êtes directeur adjoint du grade Pulsi dans le Grand Est. Et justement, quelles initiatives vous mettez en place au niveau régional? Comment vous arrivez à impulser finalement cet élan des établissements d'aller vers plus d'efficience? Alors, au niveau du grade, on n'a pas de démarche encore sur l'IA. Par contre, on se prépare à l'IA. Alors, pas de démarche sur l'IA parce que c'est un programme un peu innovant aujourd'hui qui est plutôt positionné au niveau des CHU, comme vient d'expliquer Jean-Christophe. Pour autant, on a des programmes qui produisent de la data. C'est-à-dire, si on veut faire de l'IA demain, il faut de la data, vous le savez tous. Et donc, je vais donner quelques exemples de programmes qui amènent de l'efficience et qui se préparent à l'exploitation de la data avec l'IA demain. Je vais en citer deux. Je vais citer la cancérologie et le e-parcours.
La cancérologie, on a le dossier de cancérologie qui a 20 ans de données d'histoire de cancérologie. Et tout ça, c'est un gisement de données qui est aujourd'hui pas exploité. Donc il est prêt et le jour où on a envie de se lancer sur la comparaison de prise en charge de patients par type de cancer, par territoire, par profil, etc. On a toute la matière, elle est complètement structurée en plus, donc ça facilite, même si l'IA peut faire aussi de l'analyse dans les données non structurées. Donc ça, c'est un premier gisement de données. Donc nous, notre boulot, il est vraiment à préparer la data parce que les utilisateurs vont la produire et donc elle sera prête. Deuxième exemple, c'est le e-parcours. La coordination autour des pathologies chroniques génère des échanges entre les professionnels de santé, produisent de la data, et là aussi, on va pouvoir utiliser ces gisements dans les prochaines années avec la capacité de détecter les délais de prise en charge, les non prises en charge, est-ce que le patient a fait tel ou tel rendez-vous avec tel ou tel professionnel de santé. Et là, on pourra non seulement faire des modèles prédictifs, mais aussi introduire l'IA pour rappeler à des professionnels de santé qu'il faut faire telle ou telle action de prise en charge par rapport à telle ou telle pathologie. Voilà, 2 exemples. Et donc, ça, si on veut parler d'IA, mais en matière d'efficience, déjà, ces 2 programmes-là ont structuré la façon de travailler. Alors, la cancéro, on le sait tous, hein, depuis qu'on a l'organisation obligatoire en RCP pour la prise en charge, on voit bien que les avis sont positionnés de façon concertée et ça forcément ça produit quelque chose d'efficace, d'efficient. Voilà. Et le e-parcours, en fait, c'est le début. Hein, on est encore qu'au début. Ça fait quelques années, même s'il y a eu les programmes TSN avant les programmes e-parcours, mais ça va sur le même chemin de la structuration, du partage de l'info. Plus on se parle, plus on se fait relais des prises en charge entre professionnels de santé, et plus on améliore l'efficience. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Donc on a eu les retours d'un CHU, d'un grade, peut-être dans le secteur du privé. Dorothée, vous êtes directrice de l'innovation chez Elsan. Au niveau d'un groupe de cliniques, comment faites-vous finalement pour avoir des processus homogènes qui permettent des gains forts d'efficience à l'échelle du groupe? Alors effectivement, on a la chance d'être un groupe qui regroupe près de 200 établissements et structures de soins, centres d'imagerie, centres de santé. La notion de convergence, que ce soit sur les process et sur les outils, c'est toujours une grande difficulté, notamment parce que, alors d'une part, nous on a beaucoup cru par regroupement de cliniques, et donc du coup il y a tout un historique qui est existant, et d'autre part parce que parfois c'est pas complètement souhaitable, dans le sens où à chaque fois, chaque structure a son identité propre, peut-être un type d'activité qui nécessite tel ou tel, peut-être une dynamique territoriale qui précise plutôt tel ou tel outil. Et donc, je dirais que le parti pris d'Elsan, c'est pas forcément d'aller vers la convergence, mais par contre, d'essayer d'identifier quels sont les besoins communs au sein du groupe. Et donc, on a notre Living Lab qui s'appelle InnoLab, que je pilote. On rencontre à peu près 2 à 3 sociétés innovantes, qu'on regarde avec les experts des métiers concernés, donc toujours les parties prenantes dans la table, à la fois au niveau du siège, mais aussi en établissement, parce qu'il faut être au plus proche du terrain. Et du coup, on va sélectionner les solutions qui répondent à des vrais besoins. Comme l'a dit Jean-Christophe, avec un certain nombre de conditions, est-ce que l'impact il est vraiment là, est-ce qu'on a un modèle économique, etc. On les teste sur le terrain, et pour celles qui sont favorables, derrière, on va les déployer à l'échelle nationale. Donc ça suppose quelque part d'avoir des outils qui sont suffisamment agiles pour répondre aux différentes situations, avec des partenaires agiles à l'écoute des besoins terrain. Et la deuxième chose, ça suppose aussi que tout le monde comprenne que l'outil n'est pas là pour venir corriger un processus défectueux, mais il est vraiment là pour venir soutenir un processus. Et donc ça, je pense que c'est important de se le rappeler ensemble. L'IA ne va pas tout résoudre. Elle va pas venir remplacer tous nos soignants et faire en sorte qu'on puisse prendre en charge 10 fois plus de patients.
mais elle va venir nous soutenir dans ce processus qui est du coup d'essayer encore une fois de faire plus avec autant ou moins. Mais il faut du coup savoir aussi s'interroger sur nos processus et savoir les corriger. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça a répondu à ma question. Et on parlera peut-être du calcul du retour sur investissement peut-être juste après. Pour finir sur les témoignages, Nasser Ameni, vous êtes directeur des services numériques des hôpitaux Nord-Ouest. On a eu l'occasion de vous rendre visite récemment. Et dès l'extérieur de l'hôpital, on voit que vous êtes innovant. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour à toutes et tous. Alors, au sein des hôpitaux Nord-Ouest, notre spécificité, c'est d'avoir engagé une forte convergence à la fois technique, fonctionnelle et organisationnelle depuis des années sur l'ensemble des établissements. Et cette dynamique, nous la portons non comme une fin en soi, mais comme un levier concret pour innover au service des professionnels, des patients et du territoire. Alors, j'ai un exemple concret très récent dont on a beaucoup parlé ensemble. C'est de l'efficience. C'est pas forcément de l'IA. Pour nous, c'est pas de la data. Mais et c'est très emblématique. Donc, c'est un exemple très concret et symbolique de notre démarche. C'est notre expérimentation en logistique par drone que nous avons lancée au sein de nos établissements. Donc, c'est un projet qui est tout récent. Le besoin était de transférer entre nos établissements du territoire des petites charges médicales, donc échantillons biologiques, dispositifs urgents, des médicaments. Donc l'expérimentation est réglementée forcément par la direction de l'aviation civile. C'est très contraignant, ça a été très lourd, mais c'est aujourd'hui innovant en termes de logistique hospitalière. Et en cela, l'objectif recherché est de réduire les délais logistiques, de libérer du temps humain pour des tâches à plus forte valeur ajoutée et d'explorer des nouveaux modèles de transport écologique et agile. Donc c'est une innovation terrain, mais aussi une innovation culturelle qui pousse à nous réinterroger en fait sur nos processus logistiques. Donc je ne vais pas rentrer en détail parce que je pense que ça pourrait être très long de vous expliquer l'ensemble de l'expérimentation. Mais c'est, je pense, un des projets emblématiques de notre groupement hospitalier de territoire et qui, dans les prochains mois, à partir de l'automne prochain, rentrera en production. Et on verra tous les jours des drones volés entre nos établissements pour aller chercher des prélèvements biologiques dans les établissements du territoire, les rapatrier dans notre établissement support et auprès de notre laboratoire pour faire une analyse en journée et en soirée et la nuit pour des prélèvements urgents. Merci à tous pour ces témoignages, ce que vous avez mis en place sur vos territoires. Si on essaye peut-être de se projeter, Dorothée, on commençait à en discuter. Quelles sont finalement les conditions pour un passage à l'échelle de ces solutions d'IA innovantes ? Alors, je te remercie pour la question, Louise, parce que je pense qu'il faut qu'on ait tous en tête que un programme d'innovation réussi, ça va pas être un programme qui va être déployé dans quelques centres d'excellence, mais c'est vraiment quand l'innovation elle aura diffusé partout et en particulier dans les territoires qu'on représente, y compris dans des villes de petite et moyenne taille. Et du coup pas que dans des CHU. Et donc c'est pour ça que c'est important de travailler ce sujet de passage à l'échelle et donc d'identifier les conditions dans lesquelles tout le monde va pouvoir y avoir accès, tous les professionnels de santé, tous les patients. Donc c'est un peu ce qu'on fait au travers de nos pilotes. On va pas vraiment être sur des sujets hyper innovants qui ont jamais été faits avant. Par contre, on est sur des sujets où la solution a été testée dans 2-3 établissements et on se dit comment faire pour que on passe à l'échelle derrière. Donc ces sujets d'expérimentation sur le terrain pour identifier quels sont les critères vraiment nécessaires et suffisants pour déployer, ils sont très importants et assez intéressants à faire. D'ailleurs, l'Agence de l'innovation en santé et BPI lancent des appels à projets sur ces sujets-là. Je dirais qu'ils sont de plusieurs types. En règle générale, ce qu'on va identifier comme frein ou comme levier, au-delà de ce que évoquait Jean-Christophe, qui est de dire, il nous faut un impact qui soit à la hauteur du coût. Quand je dis impact, c'est pas forcément que financier. On parle aussi qualité des soins, qualité de vie au travail, etc. Ça peut être des sujets organisationnels. J'aime bien donner l'exemple de la télésurveillance. Dans le secteur privé, le suivi des patients en chimiothérapie orale, il est réalisé exclusivement par le médecin libéral.
le patient il se retrouve avec ses cachets à domicile, tout seul avec ses effets secondaires. Et donc, soit il va être très inquiet, il va pas arrêter de l'appeler, avec parfois, du coup, pas de pertinence médicale, mais par contre, il a besoin d'être réassuré. Soit au contraire, à l'extrême inverse, on a des patients qui appellent jamais et qui se retrouvent aux urgences, parce qu'en fait, l'effet secondaire était important et que ça nécessitait une modification de sa prise en charge. Et donc là, typiquement, nous, quand on a fait un retour d'expérience de l'expérimentation étape qui a eu lieu avec le gouvernement, on s'est rendu compte que nos médecins libéraux, tout seuls, ils arrivaient à prendre en charge des files actives assez minimes, une dizaine de patients, alors que derrière, il y avait quand même beaucoup de demandes et beaucoup de besoins de la part des patients. Et donc, on s'est rendu compte que il fallait qu'on simule une organisation telle qu'il y avait à l'hôpital public, et donc du coup qu'on travaille avec eux, qu'on crée une organisation clinique médecin libéral avec une infirmière qui va faire ce filtre des alertes et qui va faire en sorte que les alertes à pertinence non médicale, à peu près 90% d'entre elles, en oncologie, elles soient gérées par une infirmière. C'est de la réassurance, c'est du rappel de consignes. Et 10% des alertes vraiment très importantes pour le médecin, elles lui soient remontées. Comme ça, derrière, il peut mettre son temps sur le bon patient. Donc ça, c'est un exemple aussi de critères organisationnels. On va avoir des critères réglementaires, on va avoir des critères évidemment financiers et de modèle économique. Donc tout ça, il faut le construire sur le terrain, avec toutes les parties prenantes, que ce soit les utilisateurs, mais aussi les directions, les DSI, etc. pour qu'on puisse identifier ces critères-là et qu'on définisse le socle minimum. Jean-Christophe, peut-être par rapport aux exemples que vous nous avez partagés, justement, si on reste sur ce sujet du retour sur investissement, est-ce que vous avez réussi à mesurer justement ce ROI? Est-ce qu'il est organisationnel, financier? Est-ce que vous avez réussi à le mesurer? Comment vous l'avez mesuré? Il va être différent en fonction de chaque cas d'usage. Et je vais citer quelques exemples et revenir sur la première question parce que j'ai oublié une partie. Et la deuxième question, effectivement, un des premiers projets qu'on a mené, et là on est sur un retour d'investissement en termes de mise à disposition de l'information permettant la prise en charge pour des patients, pour les professionnels. Ça a été un projet de transformation de notre fonctionnement des archives et de mise à disposition du papier de manière plus rapide auprès des professionnels de santé. Donc on avait un besoin, on avait une chance, on a un projet immobilier comme plusieurs établissements, donc conséquent. Enfin en gros quand vous allez à Nancy, venez à Nancy, ça fera rentrer du chiffre d'affaires, ça fera baisser les impôts locaux. Quand vous venez à Nancy, en fait les hôpitaux sont éclatés dans différents sites. On a ce qu'on appelle les hôpitaux urbains avec un maillage 3-4 sites sur les hôpitaux urbains et on a un hôpital de Brabois qui est en hauteur. Donc on a un gros projet immobilier qui est de remonter l'ensemble de ces sites sur Brabois. Et notre chance c'est que les équipes d'archives qui sont dans mes équipes, le bâtiment dans lequel ils sont aujourd'hui va être détruit d'ici maintenant 6 mois. C'est à peu près ça le timing. C'est quelque chose qu'on sait et qu'on prépare depuis un bon bout de temps. Et ça a été l'opportunité pour nous de dire on n'a pas le choix. Aujourd'hui les archives c'est quoi? Alors c'est un marathon linéaire de documents. Il va falloir bouger ces documents et qu'est-ce qu'on fait? On loue un bâtiment, on met chez un tiers, on a mené une étude médico-économique sur ce qui était le plus pertinent. On s'est dit, en faisant cette étude, ça nous coûte moins cher d'externaliser le stockage de nos documents chez un tiers. Par contre, ce qui va nous coûter cher, parce que c'est le modèle des industriels, c'est à chaque fois que j'appelle un dossier ou que je fais rentrer un nouveau dossier, je suis facturé. Et donc, si je garde le même volume d'activité que j'ai aujourd'hui en termes d'entrée, création de nouveaux dossiers, ou alors réception de documents extérieurs ou de génération interne via le papier, etc., ça va pas marcher parce que pourquoi? On était sur un volume d'à peu près 500 dossiers entrants, 450 dossiers sortants depuis les archives pour aller dans les services ou qu'on recevait. Et donc, un modèle économique basé là-dessus, ça nous coûtera plus cher. Donc, notre enjeu à nous, c'est de baisser et tendre vers le zéro parce que on est quand même à l'époque c'était en 2020 ou 2019. On est en 2019, l'informatique elle est pas née d'aujourd'hui, c'est juste pas normal d'avoir autant de papier. Donc il faut arrêter ou en tout cas si on les reçoit, il faut les dématérialiser. Et il faut les détruire pour pas continuer à stocker de l'archive. Et donc on a lancé ce projet avec une équipe qui s'appelle Numérique, qui a été mis en place et alimentée depuis les archives, c'est-à-dire qu'on a réussi à baisser le flot papier
en déploiement service par service. Et ensuite, on a réaffecté les gens des archives vers cette équipe de numérisation qui, en même temps, avait un rôle crucial dans le fonctionnement, qui était d'assurer la qualité de la mise à disposition des documents. Donc, c'était pas juste numériser et mettre dans le dossier patient, c'était du coup tout un process qui a été mis en place, des règles de nommage, des procédures, etc., pour que le document pour les professionnels de santé soit retrouvé au bon moment. Et donc, on a travaillé dans ce sens-là, et aujourd'hui, en 2025, on a arrivé à 20 dossiers entrants, 20 sortants, ou enfin à peu près. On tend vers le zéro de plus en plus cet été, parce que cet été, on libère l'ensemble des équipes. On avait à peu près 25 personnes pour gérer les archives. Aujourd'hui, au mois de juin, on n'en aura plus que 3. Et ces équipes ont été redéployées dans les équipes numériques qui, eux, numérisent encore le papier qu'on reçoit malheureusement de l'extérieur. Je pense que ça sera de moins en moins. On peut parler d'équipe éphémère. Donc aujourd'hui, numérique, c'est 30 personnes. Cette équipe, elle sera éphémère, elle s'arrêtera. Mais à un moment donné, on arrive à un plafond. Donc j'en viens au point de... Voilà, un exemple de ROI. On arrive à un plafond parce que pour couvrir tout l'établissement, il fallait encore plus de TP, sachant que si vous faites le calcul 20 et quelques aux archives, 30 et quelques, ça marche pas. Au niveau RH, on nous a accompagnés, on nous a mis à disposition ce qu'on appelle des contrats tremplins. Donc c'est des personnes en arrêt maladie qui reprennent le travail en dehors de leur contexte initial et qui ont du coup des facultés un peu moins importantes, mais ça nous a permis d'avoir des ETP. On arrive à un plafond et on a travaillé avec vous, avec les FEN, sur un hasard sur le salon d'ailleurs, et en discutant, parce qu'on disait mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que de mettre du papier et puis d'aller sélectionner dans le dossier patient, je vais classer là, je prends le numéro du séjour, je dis que c'est un compte rendu de biologie, j'enregistre, etc. Est-ce que la technologie, et à ce moment-là vous étiez en train de sortir les fins d'intégration qui a été du coup le fait de mettre de la numérisation de masse, que le logiciel et l'intelligence artificielle qui arrivent après, parce qu'on arrive aussi à une limite en disant il faut quand même que le document figure bien des éléments et qui permettent de détecter le type de document, et l'IA est arrivée de dire en fait non, l'IA reconnaît l'ensemble des documents et pas uniquement le titre, et c'est faire une proposition, et on a réussi à automatiser un chiffre assez important. Je pense que vous avez le dernier chiffre, moi j'avais en tête qu'on s'approchait des 100 000, mais c'est peut-être déjà au-delà, et donc à ISO effectif, on a réussi à couvrir l'ensemble de l'établissement et à arriver à quasiment 0 dossier, qui vont faire qu'en plus économiquement, d'où l'importance, à un moment donné je pose le projet, je fais une étude médico-économique, j'ai donné des objectifs, j'ai eu des critères, et il y a un investissement sur les fins d'intégration, mais qui est largement rentabilisé par les gains, par les économies. C'était une passoire énergétique, un hangar, des fuites, la maintenance, des gros photocopieurs pour faire des trucs en complément. Ça nous coûtait une fortune, et aujourd'hui on a réussi, grâce à l'IA, grâce au numérique, finalement, à apporter plus rapidement le document auprès de professionnels. Et ils l'ont en permanence. Avant, c'était chiant, il n'y avait aucune garantie. Ils demandaient, alors si on ne trouvait pas le dossier parce qu'il avait été mal indexé, c'était énorme. Donc voilà un exemple, clairement, de ce que on doit faire dès le début pour lancer un projet, parce que l'institution a suivi. On a mis un budget sur la table, mais on a garanti qu'il y aurait à peu près à N+4, un équilibre, et après qu'on serait même bénéficiaire par rapport à cette démarche-là. Et là, clairement, on voit qu'on n'aurait pas pu le faire humainement en continuant comme ça. C'est pour ça que je parle d'équipe éphémère, parce que cet exemple d'une équipe numérique, l'objectif, c'est qu'on ait 12 personnes, à peu près, c'est ce qu'on a estimé, et qui ne soient plus dans une activité de numérisation, mais qui soient dans une activité de qualité, de vérifier la qualité, parce que pour bien prendre en charge les patients, il faut une donnée qui soit propre, il ne faut pas un fourre-tout numérique qui fasse qu'à un moment donné, quand on aura 20 ans de données hospitalières, on n'arrivera plus à s'en sortir. Donc, qui prennent une casquette, et c'est hyper intéressant dans la transformation des métiers. Avant, j'avais des gens qui rangeaient des archives, et là, maintenant, je vais avoir des gens qui vont faire de la qualité, des contrôles aléatoires, de la compréhension, du questionnement, de l'éducation, de la formation. Si à un moment donné, on constate que il y a une dégradation dans un secteur, qu'il y a des questionnaires qui devraient être remplis, qui sont moins remplis, pourquoi? Et là encore, l'IA va nous amener des réponses. Donc voilà. Ça, c'est un exemple. Je me suis un petit peu écarté de la question parce que j'avais pas bien répondu à la deuxième question. Et en tout cas, mais c'est un projet qui est hyper intéressant, et c'est en ça que oui, quand je discute avec mes collègues, on est plutôt unique sur cette organisation parce qu'on a centralisé cette cellule. Aujourd'hui, la numérisation dans les hôpitaux se fait plutôt dans les secrétariats médicaux, directement dans les services, mais ce qui ne garantit pas un contrôle possible avec, à un moment donné, la secrétaire médicale, elle n'a pas le temps, elle va mettre le truc, elle prend le premier dans la liste, et le document, quelque part, il est plus ou moins perdu, il n'est pas retrouvable. Et donc ça, c'est super important. Et donc, pour en revenir à la vraie question sur le ROI, aujourd'hui, cette logique, on la met systématiquement. On a testé la solution de copilote pour des tâches plutôt administratives.
On l'a testé sur 50 personnes. On arrive maintenant à une phase que l'on souhaite, mais que l'on conditionne vis-à-vis de l'industriel qui nous accompagne par cette démarche. On l'a été plutôt en mode, bon, on va regarder parce que l'IA, ok, ça peut apporter ou pas, retour super positif, gain de temps, mais qui reste, somme toute, important, mais pas suffisamment important pour équilibrer une dépense financière. Et donc, du coup, aujourd'hui, on travaille avec Microsoft et Orange qui les accompagnent et qui nous accompagnent là-dessus, sur cet exemple-là, à la construction des indicateurs, des objectifs. Ok, on dit qu'il y a des gains de temps. Par contre, vous êtes quand même Microsoft, vous êtes quand même Orange, Copilote a quand même quelques temps. Vous avez suffisamment d'indicateurs dans d'autres secteurs en dehors de la santé pour vraiment constater de ce que ça peut apporter. Donc, à partir de ces éléments-là, on se met une stratégie. Est-ce qu'on prend l'ensemble des métiers, 4 gestionnaires dans l'hôpital pour les équiper de cette solution-là et s'assurer que du coup, sur une masse complète, on a atteint les indicateurs et l'objectif qu'on s'était fixé, qui sont du gain de temps, qui sont produits plus vite, qui vont avoir des chiffres de qualité et pas des retouches sans arrêt. C'est à peu près une approche de ce type-là qu'on a, qui on va compléter avec prendre l'ensemble d'un secteur. On imagine plutôt le secteur de la qualité où on va équiper l'ensemble des métiers du département de la qualité de cette solution-là avec la même logique pour aussi pouvoir avoir une vraie mesure. Et c'est ce que je disais avant, l'IA ne s'achète pas, elle se loue, et que si la mesure est pas là, bon ben ok, ce profil-là de 4 gestionnaires, ça apporte un peu, mais c'est 1 heure par semaine versus 400 € à l'année par utilisateur. Ben on va peut-être rediriger notre flux financier sur un autre secteur, ou au contraire, ça apporte beaucoup. Ou alors, on va, comme on disait, il y a pas que la partie soignante qui est en pénurie, hein, les hôpitaux ont aussi du mal à le recruter. Un secteur plus administratif, sur les finances qui est en difficulté. D'accord, ça fait gagner juste ça, mais ça permet de sécuriser la fourniture des éléments dont l'établissement a besoin. Donc, on systématise sur l'ensemble maintenant de nos exemples en disant finalement que ce soit un projet plus classique, parce que l'IA n'a pas changé l'informatique. Avant, les professionnels voulaient tel logiciel. Maintenant, les professionnels veulent tel IA. Et donc, finalement, la mécanique, à un moment donné, d'arbitrage, elle reste la même. Mais tel logiciel, il était de niche. L'IA, elle est large. Elle peut toucher beaucoup. Elle peut avoir une masse d'utilisateurs, une masse de données. Donc, on peut avoir un effet d'échelle qui fait que, ouais, il va avoir un équilibre financier qui va peut-être pouvoir être travaillé, ou alors une acceptation de coût. C'est l'exemple dans ce qu'on a pu faire sur l'imagerie. On avait fait le choix il y a quelques années de déployer Incepto au-dessus de notre PACS, et parce que on a aujourd'hui des difficultés sur les radiologues qui sont vraiment en tension, un métier en tension. On a pu le lancer parce qu'on a eu un apport financier qui nous l'a lancé, mais c'est quelque chose de très coûteux. Là, on n'est pas sur juste une logique d'équilibre financier. On sait que on va soulager les radiologues qui vont plus travailler sur des choses qui sont hyper importantes. Par contre, la détection de fractures aux urgences, sur lequel on a appelé l'interne ou le senior parce que là, l'urgentiste avait un doute, aucun intérêt de gâcher du jus de cerveau de radiologue là-dessus, alors que l'IA, elle sait dire là, là et là. Et que du coup, l'urgentiste, il sait travailler avec l'IA et il sait mieux travailler. Ses conditions sont moins frustrantes d'attendre que le radiologue décroche le téléphone ou se connecte au système. Et donc là, on est exactement sur la même logique. C'est comme ça qu'on a déployé. Ça va coûter. On accepte que ça coûte. Par contre, ça doit apporter. Et ça va apporter. Donc, on a à peu près 8 algorithmes. Qu'est-ce que ça doit apporter sur les urgences? Qu'est-ce que ça doit apporter sur l'imagerie nucléaire? Qu'est-ce que ça doit apporter sur la traumato? Et si ça apporte pas, on accepte tous parce qu'on co-construit ce modèle, on le travaille avec les professionnels, ils sont en compréhension, et ça c'est quand même génial, que c'est une nécessité, parce que c'est pas gadget l'IA, c'est quelque chose qui coûte, donc il faut que ça ait un vrai impact, et que du coup, à un moment donné, on le pilote, et si c'est pas au rendez-vous, on laisse tomber cet algo, par contre on regarde celui-là, il est super performant. Et puis on passe finalement, l'IA va tellement vite, à un nouvel algo, qui va peut-être apporter sur un autre secteur, et on va rediriger l'enveloppe financière qu'on s'était projetée pour faire ça. Donc ça marche super bien, et je trouve que ça marche encore mieux avec ces sujets d'IA qu'avant sur l'informatique où je me trouvais assez exposé, mais je veux ce logiciel-là, ça va pas trop être possible. Alors que là, on a une vraie compréhension et des preuves au travers de ce qu'on a fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Voilà, c'est poser cette célèbre feuille de route qu'on veut monter avec cet état d'esprit et ce comité de sélection et d'arbitrage qui va pouvoir traiter ça. Merci beaucoup pour ces exemples très complets et très riches. Et on a mentionné, je pense à plusieurs reprises, et vous venez de le dire, Jean-Christophe, finalement, l'IA est indissociable de l'humain, et donc l'IA sans humain et sans changement organisationnel, ça ne fonctionne pas.
Nasser, peut-être selon vous, finalement, quelles sont les perspectives et les impacts organisationnels de l'intégration de solutions d'intelligence artificielle dans les métiers de l'hôpital au quotidien? Notre vision des choses au sein de notre GHT, et puis confortée par un voyage très récent à IMSS, c'est que, en 3 points, si je peux me permettre, l'IA ne remplace pas l'humain. Il va l'augmenter. Donc ça, c'est le premier constat qu'on a fait à IMSS. Il est essentiel de ne pas opposer l'IA et l'humain. L'avenir, c'est celui du professionnel de santé augmenté, mieux informé, mieux coordonné, capable de se concentrer sur ce qui fait sa vraie valeur ajoutée, en fait, le côté humain du professionnel de santé. L'IA peut dépiler de la donnée, il peut détecter des signaux faibles, il peut aider à la décision, mais l'IA n'a pas l'intuition clinique que peut avoir le soignant, le médecin, ni le sens éthique, ni la capacité à contextualiser une souffrance, les souffrances d'un patient. Donc les médecins, l'infirmier, la secrétaire médicale, ils deviennent des pilotes, des validateurs intelligents de systèmes experts. Ils gagnent du temps, mais ils gardent la main. Donc notre vision, c'est que l'IA n'automatise pas le soin, mais le renforce. Là où il est fragile, répétitif, et là où il est aujourd'hui mal outillé. Le deuxième point, c'est qu'il faut l'accompagner, cette IA. Donc ça transforme les métiers, ça confirme les postures, ça transforme les compétences. Donc les métiers hospitaliers vont bien sûr pas disparaître, ils vont évoluer dans leur posture, dans leur rapport à la donnée, à la décision. Donc il va falloir savoir interagir avec ces systèmes complexes, comprendre leur logique, les algorithmes, intégrer les risques de biais, parce qu'il y a forcément des biais très souvent liés à l'IA, et continuer de garder un regard critique sur ces algorithmes-là. Donc il va y avoir des nouveaux rôles émergents, clairement, des référents IA dans nos établissements, des coordinateurs de données cliniques, pour créer des binômes soignants-data, qui va faire de le soignant un soignant augmenté. Donc, et la dimension humaine reste centrale pour le coup, parce que l'humain garde l'empathie, la pédagogie et l'arbitrage en contexte incertain. Et pour nous, plus on digitalise, plus la qualité de la relation humaine devient un marqueur fort de confiance pour le patient. Et dernier point, l'IA n'est pas déployée en mode d'emploi, avec un mode d'emploi. Il faut l'accompagner, il faut accompagner le changement comme une transformation culturelle pour le soignant, impliquer les professionnels dès la conception de ces algorithmes pour créer des outils qui sont utiles, compris et acceptés. La notion d'acceptation, je pense qu'elle est importante, parce que pour utiliser l'IA, il faut pouvoir l'accepter, il faut la comprendre. Donc il va falloir former différemment, communiquer avec transparence, c'est ce que fait l'IA, ce que l'IA ne fait pas, et être attentif à un certain nombre d'irritants, mais l'IA peut compenser sur les surcharges numériques, des outils non intégrés et des pertes de repères métiers souvent liées à tous ces outils. Donc du coup, l'innovation pour le coup technologique ne fonctionne que si elle s'accompagne d'une innovation managériale et humaine. Avant de passer peut-être à une phase de questions, merci beaucoup Nasser. Peut-être une dernière question, la question à 1000 points pour Olivier. Comment finance-t-on ces investissements pour plus d'efficience? Et autrement dit, à qui revient la responsabilité d'être le payeur? Conseil à ma droite de réfléchir avant de répondre. Je fais une réponse en 1000 points alors. Le financement, en fait, on a déjà eu la chance de l'avoir, puisque les exemples que j'ai cités tout à l'heure, je parlais de e-parcours, je parlais de dossiers de cancéro, on peut parler du programme Image aussi, qu'on a en région, partage d'images, qui a d'ailleurs inspiré le programme DREAM national. Tous ces programmes, ils sont financés, donc l'efficience, quelque part, indirectement, elle est financée, puisque quand une ARS ou le national dégage des enveloppes pour monter ces dispositifs, donc qui servent, je le rappelle, à structurer, à organiser les processus métiers, les financements, ils sont déjà là. Donc l'efficience, elle est déjà financée indirectement. Après, si on s'étend sur l'IA, il y a des programmes IA qui sont financés. Je laisserai peut-être Jean-Christophe rebondir derrière sur les programmes qui sont portés par les CHU. Il y aura toujours, à partir de maintenant, dans chaque projet, une réflexion sur
comme on fait pour la sécurité, quoi. L'IA, on fait de la sécurité by design, on fera de l'IA by design. Donc à un moment donné, dans chaque projet, il faudra prévoir une composante financière pour inclure la façon dont on rajoute l'IA dans le projet. Et donc je suis convaincu que l'efficience sera toujours financée comme elle l'est aujourd'hui, et l'IA sera financée parce que le programme le portera nativement. Voilà ce que je pense. C'est parfait. Merci beaucoup à nos intervenants. On m'a pas encore fait de grands signes, donc peut-être qu'on peut prendre 2 minutes. On peut prendre une question. Est-ce qu'il y a une question dans l'Assemblée ? Allez, allez-y, monsieur. Au premier rang. Bonjour. Jean-Christophe Calvo a beaucoup parlé et a beaucoup dit, a répété, l'IA ne s'achète pas, elle se loue. On parle aujourd'hui beaucoup de souveraineté de la donnée autour de l'IA. Comment est-ce que vous faites face à ça aujourd'hui et sur quels acteurs vous appuyez? Effectivement, c'est le sujet dans lequel majeur on est. Si une autre question est posée sur la partie écologique, on pourra aussi en parler, mais en premier lieu, on s'occupe déjà du sujet de la souveraineté. Aujourd'hui, l'IA, elle est transposable dans nos structures. Finalement, on n'est pas sur des super calculateurs de folie qui, par rapport à nos besoins, sur notre volume de données. Donc, clairement, en fait, la puissance qu'on pourrait attendre, imaginer de structures extérieures qui existent d'ailleurs, c'est pas une nécessité pour avancer sur les cas d'usage réels que l'on prend, et tous les exemples que je vous ai cités sur la donnée de santé, je précise bien, parce que clairement sur Copilot, c'est sur des tâches administratives. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Parce qu'on a suivi les recommandations du national. Il y a eu beaucoup d'événements depuis 2020, quelques élections au passage, outre-Atlantique, etc. Des retours qui ont quand même aussi accéléré la doctrine nationale par rapport à ça. Parce que la souveraineté, elle débute dès 2020, quand il y a le Cloud Act qui arrive, et puis qui du coup fixe le périmètre de ce qu'on devrait faire. Et après, il y a des positions qui sont prises par le Conseil d'État, la CNIL, enfin je vais pas refaire toute l'histoire qui est super intéressante, hein. Mais vraiment. Et du coup, clairement, ça a donné une stratégie, parce qu'à ce moment-là, on était sur la certification hébergement de données de santé. Si on a un partenaire hébergeur de données de santé, qui a la certification, c'est bon. Et donc, donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est qu'on prend naturellement ces éléments en compte. On a mis à jour, par rapport à nos événements, notre charte informatique qui s'applique automatiquement de par le règlement intérieur, etc. Enfin, je passe les détails à l'ensemble de nos professionnels pour bien dire qu'est-ce qu'on peut faire, où la donnée de santé, elle doit être là, elle ne va que là. Les données administratives peuvent aller là. Enfin, clairement, on a donné le cadre qui engage la responsabilité individuelle des personnes. Donc, donc en l'occurrence, on va pas me le cacher, on a déployé massivement et merci à Microsoft de nous avoir aidé là-dessus. Teams en 2020 avec le Covid. On n'aurait jamais réussi sans ça. Là, on a clairement précisé. Ça sert à quoi? Le collaboratif, pourquoi? Les types de réunions, pourquoi? Vous n'allez pas faire des RCP sur Teams. Non, vous allez faire des réunions d'équipe, des choses comme ça. Donc, on a bien mis le cadre de qu'est-ce qu'on doit faire, où et comment, parce qu'on va pas se priver non plus d'outils qui, à un moment donné, sont juste hyper intuitifs. Après, sur l'IA, pour en revenir sur l'IA, la même logique qu'on va appliquer. La donnée de santé, il y a un cadre, on le respecte. Notre entrepôt de données de santé, on n'en a pas parlé sur cette table ronde, mais notre entrepôt de données de santé, il est hébergé chez nous. C'est le choix que l'on a fait. On a monté une infrastructure qui est libre d'éditeurs. C'est un choix également qu'on a fait. On n'a pas acheté une solution. On a essayé, ça n'a pas marché. On est revenu en arrière. Et donc, on a pris des briques libres, mais on a pris un partenaire pour nous accompagner, Souverain, DocaPost, qui nous a accompagnés sur le fait de monter ces briques et de nous aider dans l'alimentation, pas de nous fournir des produits. Et donc, les données de santé, le plus gros risque sur la massification des données de santé chez nous, elle est chez nous. Après, par rapport à l'IA, on a voulu justement construire cet écosystème pour pouvoir faire tourner l'IA avec des machines qui pourront le faire. En fait, une machine qui permet de faire l'IA, c'est une machine avec des GPU qui coûte 30 000 euros. Voilà, c'est un serveur qui coûte 30 000 euros. À l'échelle d'investissement d'un CHU, on sait acheter des serveurs de ce type-là. Et puis Olivier m'a tendu une perche tout à l'heure.
On sait surtout aller chercher des financements autres. Et ça, fin mars, on m'a validé un gros programme avec un volet IA, avec un volet convergence territoriale, avec un volet pilotage, command center, que j'ai posé à la région de 5 millions d'euros, où la région, via les fonds européens, m'accompagne à 60% de cette somme-là. On sait, à un moment donné, démontrer que par l'apport, l'innovation, la démarche, qu'on va pouvoir faire ça. Pour faire le lien, on a reconstruit notre dernier data center avec une démarche innovante dans le partenariat, où on s'est associé à l'Université de Lorraine et à la métropole de Nancy pour reconstruire le data center dont on avait besoin parce que le vieux était était hors de vie. On a apogé un projet innovant. La région nous a accompagnés dans la même démarche via des fonds européens. Donc, on sait aller chercher des financements, mais dans un cadre qu'on sait respecter. Et aujourd'hui, l'IA, elle s'est tournée dans des data centers nouvelle génération avec quelques machines à 30 000 euros pour lesquelles on peut aller chercher des financements en plus pour en faire l'acquisition. Donc, on n'a pas besoin d'aller mettre toutes nos données. On a besoin potentiellement, on travaille en ce moment avec Microsoft à tester ça, d'aller prendre de la puissance supplémentaire, juste de la GPU, par des mécanismes pour la faire tourner dans notre environnement, sur notre écosystème sauvegardé autour de la donnée. Donc aujourd'hui, clairement, c'est dans le paysage et ça a raison de l'être parce que je vous aurais pas dit la même chose il y a un an. Je vous aurais peut-être dit tout ça me saoule à un point. Il y a eu des élections aux États-Unis. Clairement, j'aurais pas imaginé de commencer à me dire le service il peut être coupé. Donc là, Microsoft a fait des annonces il y a 2 jours pour dire justement qu'est-ce qu'ils faisaient là-dessus. Et les prix peuvent exploser du jour au lendemain par rapport à ce qu'on connaît. Donc ça se renforce et ça renforce une crainte mondiale qu'on doit prendre en compte. Donc là, aujourd'hui, clairement, je dis pas ça me saoule, je dis mais c'est ma préoccupation et on doit le prendre en compte et on le prend en compte de la manière que je l'ai décrit. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au bout du temps qui nous était accordé. Merci encore à nos intervenants. Merci pour votre attention. Si vous souhaitez poursuivre les discussions, on vous donne rendez-vous à l'Happy Hour Innovation de 16h à 18h sur le stand l'IFUN avec Synapse et France Digital. Bon après-midi à tous.